Bonsoir à tous. Quel- J'ai rien entendu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Parfait. Ça fait chaud au cœur en fait de vous voir tous ici. On s'attendait pas à ce que le meet-up affiche complet jusqu'au dernier moment et tout, qu'il y ait une liste d'attente, machin et tout. On est épaté, c'est beau, c'est un peu comme si on finissait en fait en beauté d'avoir comme ça une communauté qui grossit sur le point de vue local. Alors pour l'organisation de la salle, pour l'organisation de la soirée, j'ai envie quand même de commencer par remercier déjà Sophie qui nous loue la salle de ce soir. Après, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors il y a les sponsors de la soirée, Neosoft et Makina, qui nous ont gentiment donné quelques sous pour financer la restauration de la soirée et la venue de notre guest. Dites-moi de Septiolab, Qui fait barman. qui fait barman ce barman, soir. visiblement. Ouais. Il est multitâche. Ouais. On va remercier aussi Populaire pour l'article. Ouais, Hein, je suis d'accord. vas-y. C'est marrant l'article. On va dire aussi Alex Président, Meilleur meilleur dev de la région. de la région, ouais. C'est con la région. Elle a remis sur la béquille pendant Oui, Ils Jean. ont donné combien, Neosoft? Pardon? Ils ont donné combien, Neosoft? Je sais pas si on a le droit de le dire. Je sais pas si on a le droit de communiquer sur les chiffres et tout ça. Oh, tu me diras après. Et Makina a donné plus. C'est l'information. Ouais, mais c'est des faillots. Ouais, voilà, c'est Toyo, tout ça. Mais je crois. Qu'est-ce que je peux dire de plus merci aussi à tous ceux qui nous ont donné un coup de main pour l'organisation aussi de la soirée. Parce que mine de rien, c'est pas facile de trouver des places assises pour tout le monde aussi. Parce que on a découvert un peu que bon, voilà, il n'y a pas de chaise pour tout le monde et tout. Donc voilà, on a trouvé par-ci par-là, on s'est débrouillé. Merci Aurélien pour ton assaut. Pour les chaises. Merci aussi à l'Elliptique qui nous a trouvé un plan pour les chaises pliantes un peu au dernier moment. Donc, on se remercie à eux. Et à Lif qui a un atelier de création qui est juste à côté de l'ASP. Parce que c'est à eux les chaises. Et puis merci à vous d'être là ce soir, parce que sans vous, on n'en serait pas là. Donc pour la soirée, on a prévu alors déjà plusieurs présentations. D'abord la mienne sur le retour sur le PHP Tour à Montpellier. Ensuite, on fera je pense l'élection du nouveau bureau. Ensuite, on boira un coup, on mangera un coup, voilà. Et on enchaînera sur les deux dernières présentations. Ça sera pour d'abord Titouan et ensuite Alex. Il me semble que c'est ça, on a dit. C'est ça, au dernier moment. Voilà. Et puis. Alors, donc le retour sur le PHP Tour. Ça veut bien démarrer. Pourquoi ça prise? Voilà, c'est bon. Donc, le PHP Tour, cette année c'était à Montpellier, au Gaumont Odysseum. Ça avait de la classe, parce que c'était carrément un cinéma qui nous louait deux salles, et les présentations se faisaient là-bas. Et c'est vrai que c'était prestigieux d'avoir voilà, bon, et puis voilà, ça présente bien. On était 300. 300 tout rond. Plusieurs sponsors avaient répondu présents. Il y avait le groupe LDLC, Deezer, c'est un habitué. Il y avait Code Rhapsody, qui est une petite agence web. Le groupe Altran, une SS2I.
Euh, La SNCF. la SNCF, non, ils n'étaient pas sponsors de l'événement. Ils ont un peu, Ils ont envoyé quelqu'un de ils ont un peu compliqué mon trajet. On va dire. Alors, c'était le dernier PHP Tour, parce que, comme vous savez sans doute, c'est. Tu peux passer derrière si tu Non, veux. vas-y. Arrache-moi le câble. Ou passe par-dessus, je sais pas. Vas-y, Comme vous le savez, le PHP Tour maintenant est remplacé par une nouvelle formule qui s'appelle la FUBD, qui se déroule sur une seule journée en monotrack et c'est en simultané dans toutes les antennes qui veulent bien participer, organiser la. Bon, il y en a beaucoup qui ont dit, enfin, qui voulaient redire là-dessus, ils voulaient continuer la formule du PHP Tour et les arguments qui prônaient pour la FUBD, c'était de pouvoir capitaliser plus souvent l'expérience acquise de l'organisation en général d'un tour. Parce qu'une fois qu'une antenne organise un tour, elle doit attendre que les autres antennes aient passé leur tour pour pouvoir repostuler à nouveau. Donc il y a 14 antennes ou 14 ou 15 antennes, il fallait attendre 15 ans pour avoir le droit de repostuler. Et voilà. Donc ils ont essayé de trouver un moyen de faire ça plus régulièrement. Organisation quand même pas trop complexe non plus. Et donc ils ont trouvé l'idée de la fuite. Alors, alors je vais pas vous faire un topo de toutes les conférences du truc parce que bon, c'était sur 2 jours en 2 tracks. Ça fait beaucoup de contenu à essayer de résumer en 30 minutes. Donc je vais essayer de vous présenter un focus sur celles qui m'ont le plus marqué. D'abord, c'est Frédéric Hardy qui a parlé du RGPD. Parce que, bon, évidemment, c'est l'actu. Oui. On voit pas le gif. Je suis désolé. C'est vrai que Solène m'a donné l'inspiration de il faudrait que tu mettes des gifs et tout. Alors du coup, hier j'ai fait ok, ça va, je vais faire ça. Et c'est vrai que, mais par contre, je les ai placés un peu n'importe où. Donc c'est vrai que bon. Donc, RGPD, expliqué par un développeur. Alors, bon, Frédéric Hardy, il est plus trop développeur, il a pris un peu du galon depuis, il est multicasquette, il est admin 6, concepteur, enfin plein de choses. Et il s'investit énormément en fait dans la recherche autour du RGPD pour trouver des solutions et les partager à tout le monde pour trouver des outils, des bonnes pratiques pour que tout le monde se mette en règle. Donc, le mot d'ordre, c'est qu'on est tous concernés, hein, comme dans Spider-Man, avec l'oncle Ben. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le développeur a un rôle de conseil, parce que évidemment le client n'a pas la science infuse, c'est pas à lui forcément d'être au courant de toutes les législations, ainsi de suite. Et la loi dit qu'en fait, au final, c'est plutôt à nous d'influer sur les bonnes pratiques et de communiquer là-dessus, parce qu'on a une responsabilité là-dedans. Alors, il y a 6 contextes légaux pour collecter des données. La première, la plus évidente, c'est le consentement explicite. Le truc qu'on va essayer de tous faire voilà, avec le petit bandeau, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Il faut absolument changer le bandeau si vous avez juste mis « je suis d'accord », parce qu'il faut laisser le choix quand même au gars. S'il n'est pas d'accord, il ne va pas juste laisser le bandeau à vitam aeternam jusqu'à cliquer finalement sur « je suis d'accord ». Autre contexte, l'obligation légale, c'est la loi qui dit voilà, pour accomplir ma mission, il faut que je collecte telle donnée, telle donnée, telle donnée. Exécution d'une mission d'intérêt public, concrètement, ça peut être les associations qui sont mandatées pour faire des applis web et ils sont en droit de collecter des données, mais encore une fois, il faut être transparent sur la chose. Il faut dire voilà, dans quel but elles sont collectées, ainsi de suite. Intérêt vital, notamment dans le domaine médical.
intérêt légitime. Ça, on va retrouver les missions de l'État, les portails mis en place par l'État. Et exécution d'un contrat, là c'est plus une SS2I qui a un contrat et qui doit mettre en place un certain nombre d'outils pour collecter certaines données. Mais là encore, il faut faire gaffe, il faut savoir exactement ce qu'on fait. Alors il y a quelque chose qui est en place qui s'appelle le Privacy by Design. Si vous récupérez après ma présentation, vous verrez le lien Wikipédia. Alors en fait, ce truc-là, ça a été fait en 95. C'est pas le RGPD qui s'est dit, tiens, on va faire un truc, ça s'appelle le Privacy by Design, et puis voilà. C'est en fait, on est tous au courant depuis 95 au moins, mais personne n'a appliqué quoi que ce soit depuis. Alors Privacy by Design, ça veut dire en gros que à chaque étape de la conception du projet, il faut penser à la sécurité des données, dans quel but on les collecte, ce qu'on collecte, éventuellement les dérives, la sécurité, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et réfléchir également à la transparence, si jamais on a des pépins. Donc, collecteur raisonné, par exemple, typiquement, si vous voulez rappeler comment dire, l'anniversaire à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de son année de naissance. Juste le jour et le mois suffisent. Et donc il y a plein de choses comme ça où en fait, au final, après réflexion, on se dit ah oui, c'est vrai qu'en fait, par défaut, un peu par méconnaissance, en fait, on se met à collecter plein de choses dont on n'a pas forcément besoin. Et donc il y a plusieurs mouvements qui essayent de travailler à ça. Notamment du côté de Nantes, où une personne qui avait fait également une présentation sur le RGPD lors du forum PHP réfléchissait à la mise en place d'un label pour dire ce site ou cette appli, ainsi de suite, enfin, c'est pas éco-responsable, mais se sent responsable au niveau du respect du règlement. Et vous savez que quand vous allez sur ce site-là, on ne fait pas n'importe quoi avec vos données. Pseudonymisation, alors là c'est pareil, ça vient avec le Privacy by Design. On va essayer d'anonymiser les données sensibles, notamment par exemple si vous avez des coordonnées bancaires, on ne va pas forcément les stocker en même temps que le reste des données dans une même table. On va plutôt essayer de les sécuriser, éventuellement dans une table à part, avec des droits différents, et seule la partie de l'appli qui a le bon profil va pouvoir accéder à ces données-là. Donc ça fait partie de la sécurisation de ces données, et anonymiser veut dire également qu'on va essayer de les chiffrer, et comme ça, seule la partie de l'appli qui a le droit d'accéder à ces données-là pourra les déchiffrer également. Donc limite des accès également. Attention aux logs, parce que c'est sorti aussi dans les actus, c'était GitHub, je crois, qui avait fait fuiter quelques logs en clair sur le net, et en fait il y avait des données c'était un peu sensible, il y avait des trucs, c'était pas chouette. Alors à la fin de sa présentation, il a parlé également, donc en plus d'essayer de lister les différentes bonnes pratiques qu'il essaye d'appliquer dans ses projets, il parlait de deux outils. Il y en a un, c'est Matomo, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est le Google Analytics, mais responsable au niveau des données. C'est un truc qui est gratos, on peut se l'héberger soi-même. D'ailleurs, je pense vous faire une démo dans un meet-up à venir pour vous montrer que ça s'installe en 5 minutes, top chrono, et vous avez un Google Analytics pareil qui vous donne qui vous ressort des données anonymisées. Ça fait partie, c'est open source. Ça a changé de nom. Avant, ça s'appelait Piwik. Voilà. Après, il y a un autre script, un script JS qui s'appelle Tarte au citron. Ça, c'est la CNIL qui en fait la promotion.
c'est un JS à incorporer dans ton site et ça te permet comment dire, d'avoir ton bandeau préconfiguré pour savoir ce que tu veux ouvrir ou non suivant les trackers qui sont sur ton site. Donc tu vas avoir un petit bandeau générique qui dit oui je suis d'accord, non je suis pas d'accord, ou alors personnaliser ce que tu veux autoriser ou pas, Facebook, Twitter et autres trackers. Et alors Nicolas Grécas, change de sujet. Tirer le maximum du moteur PHP. Exemple de Symfony. Alors, cette conf était très intéressante, mais en fait, j'hésite à vraiment la développer parce que, bon, on a deux talks Symfony qui viennent après. Ce qu'il résume côté Optime pour PHP, alors il faut penser à deux choses, la laziness et le cache. Laziness, ça veut dire qu'on va essayer de charger que ce dont on a besoin pour exécuter notre requête. On va éviter de charger toutes les classes du vendor, et ainsi de suite. Lui, ce qu'il a constaté, c'est que au niveau des perfs, 20% du temps de la requête était réservé à l'appel à SPL pour aller chercher toutes les classes et les charger comme il faut. Ensuite, au niveau du cache, il y a deux choses à retenir, c'est le process memory et le share memory. Process memory, c'est la mémoire qui est propre à ton script au moment de l'exécution. Et il y a un share memory qui est en fait une mémoire partagée à travers le pool de scripts qui s'exécute en même temps. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir, au runtime, suivant comment ton code est fait, certaines parties vont être dans la share memory et vont être réutilisées pour les autres, ce qui veut dire que ça va être un gain de temps. On va le mettre en mémoire et ça va être partagé pour tout le monde et le temps d'accès sera beaucoup plus simple. Et le process memory, c'est le cache qui va être utilisé en dernier recours quand on va modifier une variable. Et là, par contre, évidemment, ça prend un petit peu plus de temps, c'est un peu moins optimisé. PHP 7 fait plein de choses. Il va essayer de évaluer à la compilation les différentes variables. Il va essayer de virer le code mort. Alors, typiquement, là, on a du if false. Évidemment, dans notre code, par défaut, on ne code pas if false. C'est un. Non. Mais imaginons que votre code fasse des tests sur la version de PHP qui est installée. Par exemple, on fait un if, je suis dans tel PHP 5.6 et un if PHP 7, ainsi de suite. Là, typiquement, on va essayer de voir si PHP 7 va détecter qu'on est en train de faire un test avec une constante et détecter que dans la version courante, on est en train de faire un false, et du coup, il va automatiquement virer toute la partie qui correspond à un code qui répond au faux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a utilisation évoluée des strings en interne. En plus de la chaîne de caractères, il va stocker et la longueur et un hash pour l'utilisation dans les tableaux, notamment, et retrouver plus facilement ainsi les données. Et ensuite, il y a aussi les tableaux immuables, qui sont des tableaux qui ne changent et qui ne bougent pas. Et là, c'est pareil, ils arrivent dans la chaîne memory. Il y a aussi un truc, dead code, et avec le isRel. Le backslash est super important. Il y a certaines fonctions dans PHP 7 qui sont optimisées, et pour les utiliser, il faut rajouter un backslash devant, qui veut dire qu'on va essayer d'aller taper sur toutes les optimes de PHP 7 pour avoir un gain de performance.
Et également, essayer de trouver, avec ce liseré, il va essayer de faire l'élimination du dead code avec, voilà, si c'est pas un array, ben, hop, il va virer tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Charger de l'opcode est très rapide. Donc là, c'est le fonctionnement même de la compilation au runtime. Il va essayer de générer un code compilé qui s'appelle l'opcode et il va essayer du coup après de le réutiliser aux autres requêtes pour ne pas avoir à tout recompiler à chaque fois. Optimisation également, ils ont été challengés par PHP Internals pour splitter les fichiers en n require par exemple. Et en fait, ça c'est plus optimisé de splitter comme ça plutôt que d'avoir un gros fichier. Notamment, on avait l'autoload avec Composer qui générait un énorme fichier avec toutes les classes, ainsi de suite. Ça c'était bon pour du PHP 5, mais par contre pour du PHP 7, ils vont plutôt partir sur n require. Éviter le code depuis la mémoire partagée, on va le dire. Faut faire gaffe au garbage collector parce que plus il se lance et plus ça va pomper en ressources et ainsi de suite, et du coup votre script ne sera pas performant. Au niveau de l'écriture en PHP 7, donc ils ont un pêle-mêle. Il faut préférer. Alors là où j'ai mis le petit muscle, là, le petit emoji, c'est là où c'est bon. Donc préférez cette écriture-là plutôt que celle-ci, avec la ternaire. Préférez celle-ci plutôt que celle-ci qui concatène. Un array avec des clés croissantes. Et ici, alors ouais, là, du coup vous ne le voyez pas. Quand vous faites un appel avec un paramètre en entrée et puis égal et puis une valeur par défaut, généralement la bonne pratique c'est de mettre une constante. Et il y a une PR qui est passée qui dit qu'en fait c'est plus optimisé. Ils ont constaté un vrai gain de perf bon, là ils ont commenté la constante et en remplaçant la constante par sa valeur. Et bon, ça fait un peu bizarre d'écrire ça et puis de garder en commentaire pour plus tard quand ça sera patché en PHP 7.3. Mais bon, pour l'instant ils font ça. Ouais. Si vous voulez parler de ça, moi aussi ça m'intéresse, j'aurais parlé avec vous. Ah cool. Si vous avez des questions, alors ça c'est une conf auquel je n'ai pas assisté, je l'ai vu en fait après sur YouTube, parce que évidemment pratiquement toutes les confs sont sur YouTube et vous pouvez les regarder après. Super intéressant, 10 heures, retour sur 5 ans de CLI, donc ligne de commande PHP, pour importer le catalogue de 10 heures. Au niveau de quelques chiffres, ils importent tous les mois 500 000 albums avec un pic pour le vendredi soir. Parce que quand tu as les sorties quand ça devient légalement possible d'avoir un album, hop, il sort le vendredi à minuit dans la nuit. Voilà. Au début, le catalogue était importé directement en production. Il n'avait pas de framework, il n'y avait pas de documentation des scripts. Et donc en gros, il lançait un gros script qui faisait tout le travail. Il y avait les arguments qui n'étaient même pas documentés, il ne fallait pas changer surtout l'ordre des arguments parce que sinon ça n'allait pas le faire. Et voilà. Et en fait, ils ont eu quelques soucis d'import parce qu'après, à la fin, l'import de catalogue mettait plus de 24 heures à s'importer. Il était 10 heures. Il mettait 10 heures. Hein je vais peut-être sortir quand même. En fait, j'avais envie de la faire, puis j'étais. Non, je me disais non, ça fait pas. D'autres la feront pour toi, mon ami. Alors d'abord, c'est Romain Cottard qui est arrivé en 2013. Et donc il a commencé. Alors lui, c'est plutôt c'est un développeur plutôt. Son dada, c'est vraiment de rentrer dans le concret et d'essayer de mettre en place des vraies améliorations au niveau de la stratégie du code. Et donc, il a mis en place un framework en respect des PSR. Il a fait son propre CLI. En fait,
il a repris un petit peu la philosophie du console de Symfony. Sauf que il a fait tout seul dans son coin et ça marche extrêmement bien. Il a scindé l'import dans une sandbox qui est verrouillée par un publisher. On verra plus tard si jamais il y en a qui ne connaissent pas CQRS, on verra plus tard ce que ça veut dire. En gros, ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de l'importer brut de fonderie direct en prod, d'abord il l'importe dans des tables tampons. Là. Voilà. Dans les tables tampons. Il fait tous ces différents traitements pour essayer de récupérer les données. Alors il y a tout un fonctionnement de flag pour dire que le fichier a bien été déposé, qu'il est complet, ainsi de suite. Indexation, parseur, encodeur pour dire que ton fichier, le fichier FLAC, il est bien encodé en MP3, en MP3 128. Éventuellement, après, s'ils ont le temps et la ressource, ils l'encodent en meilleure qualité. Fingerprint pour essayer de trouver les doublons dans le catalogue. Et ensuite, le fichier est en attente jusqu'à ce qu'ils aient l'aval de la maison de disques pour le publier et l'envoyer ensuite sur Deezer. Du coup, ils ont mis en place, pour essayer de gagner également en temps de traitement, la parallélisation via des démons et des workers. Alors, du coup, il y a un script qu'ils ont, un script PHP qui tourne en démon, qui va vérifier le bon fonctionnement des process démons et qui va lancer les différents workers pour les différents traitements. Après, ils gèrent un pool de workers suivant deux méthodes. Il y a certains workers qui font des scripts qui sont plutôt rapides, et donc ils vont essayer de gérer un pool toujours disponible de 60% par rapport à la flotte de workers qu'ils ont. Et les 40% qui restent, c'est pour les scripts qui ont une exécution un peu plus longue. Ce qui fait que comme ça, ils garantissent que les scripts rapides ont toujours un slot de disponible pour l'exécution et également pour les moyens, ils ont toujours un slot disponible pour l'exécution. Ils ne sont pas pollués par la masse de scripts rapides qui arrivent. En 2016, c'est Jean Padelou qui arrive. Alors lui, c'est un dev qui a plus, qui est plein de bonnes pratiques, qui est plus dans la vision plutôt que dans le concret. Et c'est lui qui a réfléchi, ah oui, CQRS Ready, on va essayer de séparer le code métier en domaines. Donc voilà, il fait des DDD. Avant, il n'y avait pas de test unitaire, grâce à lui, ils en ont mis en place. Utilisation de quelques composants Symfony, mais juste ce dont ils avaient besoin pour essayer de ne pas être, de garder quelque chose de performant. Et ils ajoutent à la demande les composants dont ils ont besoin. Donc là, typiquement, certains bundles, mais surtout l'injection de dépendance, la gestion des events. Et après, certains bundles qu'ils incluent ensuite dans le projet. Évidemment, la persistance, download, la console, ils ont essayé de faire de la console ORM, le logger, voilà, plein de choses comme ça. Excuse-moi, peut-être une question bête. Non, vas-y. C'est quoi DDD, s'il te plaît? Je veux faire savoir. Domain Driven Development. En fait, tu vas, au lieu de réfléchir d'abord aux données que tu vas vouloir persister, tu vas d'abord réfléchir au contexte métier que tu veux mettre en place et regrouper les idées de ce contexte métier en agrégats. Par exemple, si tu veux gérer une salle de gym, tu vas avoir un agrégat qui va correspondre. Parce qu'on va à la gym ensemble. Je suis fatigué, désolé. Qui va correspondre à la souscription. Donc toutes les données, membership ID, le plan le plan
tu le plan commercial, et ainsi de suite. avec plus une vision globale, en fait, stratégique, Exactement. Exactement. Parce que, par exemple, au début, le catalogue il n'avait pas vraiment de place dans tout la repository. Il était réparti un peu partout. Et là, grâce à eux deux pratiquement, ils ont fait presque tout le taf tous les deux. Ils ont réussi à rassembler les différentes briques métiers dans une réelle entité catalogue et jusqu'à avoir leur propre repository séparé du reste. Et comme ça, ils se sont également affranchis de toutes les contraintes des autres. Au niveau de l'infra, ils avaient leur propre rythme, leur propre itération. Alors c'est le moment où normalement il y a une démo pour cette présentation-là. Alors Benoît Jacquemont, qui travaille chez Akeneo, ils font un PIM. Bienvenue dans la matrice. En gros, ce qu'il a expliqué, c'est que quand un script PHP s'exécute, il ne le voit pas, mais en réalité, il fait plein d'appels avec le noyau. C'est le noyau qui relaye tous les appels pour accéder aux données, accéder à la base de données, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qu'il a voulu montrer dans cette présentation-là, c'est un outil qui permet de vérifier le fonctionnement de ton script PHP au runtime pour voir si tout se passe bien. Et pour ça, c'est un outil qui s'appelle strace et ltrace qui va espionner les appels entre le script PHP et le noyau, et il te balance ça, alors soit sur la console, soit sur un rapport, et tu vas pouvoir filtrer ce que tu veux, et ainsi de suite. Ouais, je vais essayer je vais essayer de alors, et voilà. Je me suis fait un petit Docker avec alors, le script que je vais jouer, c'est simplement Hello World. Et quand il nous fait Hello World, voilà tout ce qui se passe exactement en réalité. Plein de reads partout. Il essaye de trouver l'exécutable de PHP. Ah oui, là c'est parce que aussi j'ai filtré par les reads et writes. En fait, au départ, voilà, il y a un peu plus de choses. Alors c'est pour ça qu'en fait il parlait de matrice parce que c'est le lien avec le film, parce qu'il disait il y a plein de trucs qui défilent, moi d'habitude j'arrive à voir la femme rouge et tout. En réalité, c'est pas si compliqué que ça ce que fait le programme. On va le voir là. Première exécution, il va essayer de trouver où se trouve PHP, donc user bin PHP, et les différents arguments pour l'appel. Ensuite, il y a plein d'échanges avec la mémoire. Trouver les librairies, charger les librairies du PHP et ainsi de suite, qui sont liées dans le PHP ini. Et si je ne me trompe pas, c'est vers la fin qu'il y a notre petit hello. Hop. Là, il a trouvé mon script. Il a lu ma ligne. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit Hello World sur le file descriptor numéro 1 qui est la sortie standard. Et ensuite, on ferme tout. Et tout ça, c'est tout ça. C'est un gros Hello World. Alors, ce qui est intéressant avec ce script-là, enfin avec cet outil-là, c'est qu'on va pouvoir le plugger un process qui est en train de tourner. Typiquement, alors là je vais pas faire la démo parce que je suis pas trop chaud. Mais typiquement un process d'import avec là j'avais récupéré un fichier CSV de 1 giga 3 où le script se lance et tu attends. Tu attends, tu sais pas où tu en es, tu attends. Et après tu te dis,
qu'est-ce que je fais? Je l'arrête? Est-ce que je mets des traces supplémentaires? Ou mais si ça se trouve, il va peut-être s'arrêter, il est peut-être juste à la fin. Alors, et du coup, avec S-Trace, tu récupères le PID, tu vois quelle ligne il est en train d'accéder, parce que tu vois les reads qui sont en train d'être accédés. Je ne sais pas si j'avais une trace, non, j'avais pas de trace. Dommage. Tu vois les différentes lignes avec les différents octets qui passent et carrément les chaînes de caractères. Après, tout ce qu'il y a à faire, c'est trouver à quel endroit on est dans le fichier par rapport à cette chaîne de caractères-là. Et tu vois du coup où est-ce que tu en es de ton fichier. Et sans avoir besoin de log, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Tu l'espionnes et puis voilà. Après, il y a autre chose qui était intéressant également. Alors, il vient également un autre truc qui s'appelle... alors, en plus de S-Trace, on a ça. Imaginons qu'on essaye de faire un script qui se connecte à un service distant, mais ce service distant a l'air de répondre bizarrement, il répond des trucs un peu chelous et on sait pas trop les interpréter. Alors, le souci qu'il avait eu, c'était qu'en faisant le S-Trace, là par exemple, on essaye de se connecter dans un service distant en 443. Ah, tous les trucs qui sont derrière là-bas, c'est bizarre, ça a l'air chiffré. Il s'est dit, ben oui, c'est du HTTPS, tout est chiffré, du coup, avec S-Trace, on est marrant. Et pour ça, on a Ltrace, qui est normalement dans mon historique, qui va en fait faire exactement comme S-Trace, sauf que lui, il va aussi sniffer les appels aux différentes librairies, notamment au SSL. Ça met un petit peu plus de temps à se lancer. Et alors là, la magie du miracle veut que ça ne marche pas. Ah, c'est plus long. Et alors là, on voit des SSL write, SSL read, avec des pointeurs, ça paraît bizarre. On n'est pas très loin, mais on n'a pas encore la trace qui va bien. Parce que bah, c'est du HTTPS, donc on se dit, bon, là, et alors, en fait, Ltrace, il a un fichier de conf. Hop, il est là. Où en fait, on va pouvoir lui dire, quand on va appeler certaines fonctions des librairies, en fait, on va lui dire, en fait, interprète-moi l'appel à cette fonction via cette définition-là. Donc là, hop, insert. Où on lui dit en fait que le deuxième argument c'est une string. Donc là on attend, ça se lance, tout ça. On brode en même temps. Ça fait, donc on va encore avoir le SSL write, SSL read. Le write, qu'est-ce qui se passe? Tiens, c'est rigolo, on a bien quelque chose là, c'est bien. On a du contenu, tout ça, il a essayé d'aller chercher connect.php. Par contre, on n'y est pas encore pour aller SSL read. Parce qu'en fait, quand il affiche le résultat, c'est avant l'appel à SSL read ou SSL write. C'est avant l'appel à la fonction. Ce qui veut dire que si on veut décoder le contenu qui est là, en fait, il faut attendre que le retour de SSL read pour avoir le truc. Et pour ça, c'est pas compliqué. Il faut ajouter un plus. Donc là, on relance le truc, SSL read. Normalement, si tout va bien, on a quelque chose. Et là, on voit, voilà le contenu une fois déchiffré. Et on peut voir que en fait c'est du JSON qui est mal fait parce que on a un ID sans les guillemets pour fermer. Et c'est pour ça qu'on retourne qui annule parce que voilà, le JSON est mal fait.
Youhou, on a fait une démo. Alors, Richard Hanna, il a fait une appli pour le Ghana, du e-learning sans internet ou presque. En fait, alors c'est un projet super valorisant, j'ai trouvé ça super inspirant. Ils ont eu l'opportunité de faire une appli e-learning pour les Ghanéens, parce que les Ghanéens, il n'y en a que 1 sur 4 qui ont accès à l'université. 50% de la population a un smartphone, et tout le monde a un accès difficile au net. Mais ils ont essayé de tirer parti du fait que, de la puissance des smartphones. Donc ils ont eu l'idée de faire une appli en Progressive Web App qui va faire comme si elle s'installait sur le smartphone, avoir le même look qu'une appli native, sauf que c'est en fait c'est du HTML, CSS, JS voilà, embarqué dans support du mode hors connecté, parce que évidemment le réseau là-bas il est un peu bancal. Ils ont besoin de pouvoir valider l'avancement des leçons. Ils ont besoin d'avoir une appli légère, contrairement aux applis natives qui font plusieurs mégas. Là, en moins d'1 méga, on a téléchargé le truc, ce qui est important également pour les problèmes de data, parce que le forfait data chez eux est super cher. Du coup, ils n'ont pas de dépendance à un store en particulier. Ils peuvent déployer leur truc, ça marche sur toutes les plateformes. Et le coût de développement est moindre parce qu'avec un code unique, ils peuvent déployer partout. Ils ont fait une partie back-end en Symfony avec GraphQL pour la partie REST, du React Native pour l'appli en elle-même. Ils ont utilisé les service workers pour la gestion du cache dans l'appli, vérifier si on a du réseau, l'accès aux ressources internes du téléphone, et ainsi de suite. Et la validation se fait par SMS pour éviter l'utilisation de data, du forfait data. Au niveau du téléchargement des cours, ça se fait de 2 manières. D'abord le local storage pour enregistrer les cours dans la mémoire interne du téléphone. Ce local storage est réservé à une limite de quelques mégas, et le cache storage, lui par contre, il est plus conséquent, on peut monter jusqu'à 50 mégas, et il est plutôt réservé pour le téléchargement des ressources, les différentes images qui vont bien, ainsi de suite. Et ce qui fait que leur flux GraphQL est divisé en 2 choses. D'abord, tu as le contenu du cours avec le lien vers les images, et une autre partie qui est le spool de téléchargement, qui contient la liste des différentes images à télécharger avec comme clé leur emplacement dans le cours. Et comme ça, du coup, l'appli va télécharger les différentes ressources, et dès qu'elles sont disponibles, hop, elles sont insérées automatiquement dans le cours. Au niveau de la validation, donc l'appli génère un SMS avec un lien cliquable. Il y a un schème un peu spécial qui dit SMS de point, le numéro de téléphone, point d'interrogation, le body du SMS. Ça va envoyer, on va envoyer ça au back-office qui écoute lui aussi sur un numéro de téléphone. C'est un webhook. Et lui, il va renvoyer un SMS au gars pour dire c'est bon, j'ai bien enregistré la validation de ton avancement, tu peux passer à la suite. Alors là, ce que vous pouvez voir aussi, c'est un ID ici qui, alors c'est pas hyper secure, mais pour eux, en fait, ça leur convenait comme ça. En fait, cet ID contient à la fois l'identifiant de l'étudiant et l'identifiant du cours qu'il vient de valider. Bon, du coup, ça veut dire qu'on peut facilement hacker le truc, mais c'est pas le but du truc. Le but du truc, c'est de suivre le cours et d'avancer dans les études. Et du coup, voilà, session validée, ainsi de suite. Et alors, ils ont eu un bêta-testeur, que Tito en connaît un peu. Il s'appelle Emmanuel.
C'est Emmanuel Macron qui était au Ghana à un moment donné. Et puis il est passé à un moment donné où il y avait une expo sur les différents nouveaux outils au Ghana qui étaient dédiés à l'éducation. Et il a eu la chance en fait de tester l'appli un peu en avant-première avec Mounir Majoubi. Il a pas dit que ça a disrupté l'université, mais il a dit que c'était très lean. Alors, autre conf, Kevin Anglas, maîtriser le composant serializer de Symfony. Si vous faites si vous faites du REST, vous avez souvent le choix entre serialiser avec. Je pense que c'est assez réducteur, mais souvent on va choisir soit JMS Serializer, soit le composant serializer de Symfony. On évite d'utiliser serialize et unserialize de PHP parce que ça nous sort du JSON qui n'est pas standard, qui est un peu, voilà, il est un peu spécifique. Surtout pour la partie pour unserialize, en fait, ça contient notamment c'est censé contenir les différentes classes que tu veux obtenir après une fois désérialisé. C'est vrai que c'est pratique, mais au niveau sécu, c'est pas chouette. Alors, choisir le serializer de Symfony comme JMS serializer, c'est comme vous voulez. Ça marche pratiquement pareil, ça n'a pas été fait pareil, c'est pas maintenu de la même façon. JMS serializer, ils sont 2, alors que Symfony, ils sont une quinzaine. Le composant serializer a été fait par celui qui a fait Composer. Alors, pour le fonctionnement du serializer, pour la partie. Alors, vous avez ici un schéma qui représente au final comment fonctionne la serialisation et la déserialisation. On part d'un objet, on a une méthode normalize qui nous permet de générer un tableau associatif, et à partir du tableau associatif, on encode dans le format cible. Et pour la partie déserialize, c'est le chemin inverse. On décode pour trouver un tableau associatif, et ensuite on dénormalise pour trouver l'objet final. Par défaut, on a trois normaliseurs. Le property normalizer qui va essayer simplement de regarder les attributs publics de votre classe, et il va uniquement normaliser ces choses-là. On a le get-set méthode normalizer qui lui est un peu plus sioux parce qu'il va essayer d'aller chercher les getters et les setters et ainsi serialiser de la même façon. Et celui qui est utilisé par défaut sur un Symfony full stack, c'est le object normalizer qui lui, c'est le MacGyver du truc, il sait se débrouiller tout seul et il est activé par défaut. Et si jamais vous voulez faire votre propre normaliseur un peu en amont pour essayer de normaliser des types, vos propres types, typiquement les dates, les fichiers de téléchargement, URI, ainsi de suite. En réalité, tout ce que vous avez à faire, c'est de créer votre normaliseur et de le définir en amont de la pile de définition des normaliseurs. Et ensuite, c'est tout le code va fonctionner comme ça. Si vous avez plusieurs représentations de la serialisation, si vous avez plusieurs points d'entrée dans votre API REST et que vous voulez exposer juste certaines données pour un point d'entrée donné, la bonne pratique, c'est d'utiliser les groupes. Vous mettez une annotation groupe au-dessus du champ que vous voulez serialiser, et ensuite, au moment où vous allez appeler le serialiseur, vous lui dites serialise-moi avec tel groupe, et puis il se débrouille. Il y a un dernier paramètre qui est parameter attributes, où en fait c'est un tableau associatif de paramètres que vous voulez utiliser dans votre serialisation. Et donc au lieu d'utiliser des groupes, vous allez dire au moment où tu serialises ce truc, je veux que tu serialises tel truc, tel truc, tel truc. Et vous mettez, et en fait ceux qui utilisent GraphQL utilisent un peu cette méthode-là pour personnaliser dynamiquement ce que vous voulez exposer ou pas dans vos résultats. Dénormalisation via le composant property info, c'est pareil, il va essayer de trouver les annotations.
il vérifie sauf qu'il est il est un peu plus rigoureux sur le type en entrée, parce qu'il va regarder les annotations et vérifier si ce que vous avez en entrée correspond à l'annotation. Par exemple, voilà, typiquement, vous avez défini une string sur un objet, et en entrée, vous avez un entier, et du coup, il va vous dire, hop, 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 il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas ce que j'attendais. Alors, CQRS. Alors, c'était un talk très intéressant. J'ai pas tout compris. Je suis honnête. C'est sur le domaine driven. Ok. Le domaine driven design. Donc, vous avez deux approches quand vous faites une appli. Soit vous vous focalisez, comme on a vu précédemment, sur les données. Et donc, à ce moment-là, vous allez faire un CRUD. Soit vous allez essayer de trouver des notions métiers, essayer de les regrouper entre elles. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que la charge cognitive pour les autres développeurs également sera moindre pour essayer d'appréhender le projet. Parce que au lieu de déclarer une simple fonction qui va dire update une adresse, on va essayer de déclarer une intention pour dire par exemple ce user, au lieu de juste dire il a changé d'adresse, on va dire soit c'est une correction de données, soit il a déménagé. Et donc au final, on a éventuellement le même code qui va s'exécuter. Sauf que là, ça change tout parce qu'on a une intention. Et du coup, vous avez une bien meilleure visibilité globale de votre projet. Et aussi au niveau des tests que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir les faire directement sur le métier et pas sur l'application qui est dépendante de vos choix techniques. Donc le CQRS, ça veut dire Command Query Responsibility Segregation. On va essayer de séparer la partie commande de la partie query. Partie commande, c'est écriture. Partie query, c'est lecture. Là, par exemple, typiquement, on a un agrégat avec, alors, il avait comme exemple la gestion d'une salle de gym. Donc, ici, on a les souscriptions. On a les souscriptions, membership, qui est en fait cet agrégat. Il faut le voir comme le point d'entrée de tout le métier qui en découle. Et donc, tout ce qui en découle ici, qui est séparé par cette frontière d'intégrité, en réalité, ils ont tous la même durée de vie. Quand vous allez exécuter votre requête, vous allez passer par cet agrégat, il va initialiser plein de choses derrière qui ont la même durée de vie, et quand à la fin de la requête, toutes ces choses-là vont mourir en même temps, ce qui fait que vous avez une intégrité au niveau de l'exécution du code métier. Il démarre en même temps, il s'exécute en même temps, et il termine en même temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça reprend le domain driven développement, ça reprend ce qu'on avait vu également au forum PHP, l'architecture hexagonale, où en réalité, donc vous allez séparer la partie domaine, donc la partie code métier, de la partie archi avec les choix techniques vraiment concrets, et vous allez créer des interfaces aux parties code métier au moment où vous allez exécuter votre code, vous allez injecter les classes concrètes qui implémentent ces interfaces, et le code métier va juste se contenter d'appeler les méthodes sans forcément savoir quoi que ce soit du choix technique, du choix technologique de votre projet. Typiquement, il disait, pour les ID, vous n'allez pas mettre un ID doctrine. Vous allez avoir une vraie classe qui s'appelle UID qui constitue les ID métiers de vos classes. Alors vous avez une commande qui est liée à un handler. En fait, il sépare la commande, c'est en fait un DTO qui va contenir toutes les données importantes et nécessaires et suffisantes pour exécuter l'intention. Et le handler, c'est lui qui va récupérer ces infos et les exécuter. Donc c'est pour ça que vous avez ici voilà, le handler
on a éventuellement la gestion de dépendance avec les interfaces pour le repository, pour avoir les accès avec la base de données, ainsi de suite. Et le handle ici qui va s'occuper de persister la souscription d'un nouveau client. Et on a une méthode ici, listen2, qui dit que en fait, ce handler, il est fait pour écouter telle commande. C'est utilisé juste après. Alors le repository, c'est une interface qui va avoir les getters, add, delete, un peu comme inclus. La query, c'est la même chose, sauf que lui, il est fait pour uniquement faire de la lecture. Mais c'est typiquement, c'est la même chose qu'une commande, c'est juste que il n'a pas le droit de mettre à jour des données. Ce qu'on fait généralement, on ne fait pas juste la commande et le handler. On a une couche de middleware qui s'intercale entre les deux, qui est en fait typiquement du code métier qu'on veut pouvoir exécuter avant ou après l'exécution du handler. Typiquement, c'est un logger par exemple, ou une gestion des erreurs pour la persistance en base. Vous allez avoir au niveau du dispatch ici qui englobe l'exécution du handler. Alors ici c'est pour du logger, alors vous allez avoir un start et un end et puis ensuite loguer le temps d'exécution. Mais je ne sais pas si je l'ai mis juste après. Non, je sais pas si là. Mais vous pouvez aussi très bien encapsuler l'exécution du handler avec un begin transaction. Si tout se passe bien, vous faites un flush et un commit. Et si jamais vous passez dans le catch, vous faites un rollback. Et ce qui fait que comme ça, l'exécution du handler est safe. Et tout ce qui s'exécute dans le handler, il est annulé si jamais il y a un pépin. Qu'est-ce qu'on avait ici? Typiquement, ça nous donne à la fin un code extrêmement simple. Et ce qu'il nous disait également dans le contrôleur ici, côté appli, c'est qu'on a un code en quelques lignes qui est extrêmement proche du code qu'on aurait en production. Là c'était un extrait, mais en fait, au final, il manque juste quelques petites choses. Et puis là, tous vos contrôleurs au final vont avoir ce genre de tête. Alors, il parle de plusieurs choses également. On a dans le bus en middleware, on va avoir un middleware un peu spécial qui s'appelle l'Event Dispatcher, qui va être lié à des projections, c'est-à-dire que c'est du code qui, au lieu d'avoir un simple logger ou bien un truc qui fait un try catch, qui rollback et tout, on va pouvoir lancer des événements qui vont être interceptés par des projections. Et ces projections, en fait, vont avoir plusieurs tâches dynamiquement ou de façon discrète, sans que la commande ou le handler le sache. En fait, on va pouvoir très simplement mettre à jour soit une autre donnée, soit un autre data store, soit carrément un autre web service. Et par exemple, typiquement, c'était essayer de mettre à jour la base de données Legacy. Et du coup, le projet Legacy ne sait pas qu'il n'est plus utilisé, mais il voit ces données continuer à avancer. Typiquement pour le contexte d'une migration. Alors, la différence ici entre ces deux schémas, ici, il disait que c'est du CQS. Il n'y a pas le Responsibility Segregation, c'est-à-dire qu'en fait, la commande comme la query partagent le même repository, et donc le même code métier est partagé entre les deux, ce qui veut dire que la query a potentiellement accès à des méthodes qu'il n'a pas accès pour faire de l'écriture. Et là, la bonne pratique pour faire du CQRS, c'est en réalité d'avoir la query sans repository. Et au final, la query, c'est elle qui va créer la requête à exécuter, la requête définitive à exécuter, et le handler qui va exécuter. Et au final, on n'a plus besoin du repository. La query, en fait, elle s'occupe juste de faire une projection de la représentation qu'on veut ressortir. Au final, du coup, on a le repository qui est allégé de toutes les parties find.
et qui utilise du coup uniquement de la modification de données get, add et delete. Alors, autre projet très intéressant, celui-ci il était un peu moins technique, il a eu beaucoup de succès. Graou, qui est une appli faite par un conducteur de train en 3-4 mois. Ce qu'il a fait, en fait, au départ, c'est qu'il voulait simplifier la vie de sa femme pour qu'elle sache son emploi du temps, quand est-ce qu'il travaille, quand est-ce qu'il va sortir, et ainsi de suite. Et quand il y a également des modifications dans son emploi du temps. Donc, au lieu d'avoir une appli, au lieu d'avoir un simple papier qui est affiché sur le frigo, il a essayé de faire une appli qui va centraliser les données qu'il rentre et synchroniser automatiquement un Google Agenda pour sa femme. Alors, gestion des roulants assistés par ordinateur. Il a bien dit que c'était ordinateur et pas ordinateur parce que sinon ça faisait Grao. Et Grao, c'était moins joli. La SNCF, c'est 15 000 trains qui roulent par jour, c'est 260 000 salariés dans 120 pays. Ils sont leaders en France sur les drones, parce que en fait, ça coûte moins cher de faire voler un drone plutôt qu'un train pour vérifier si les voies sont en bon état. 20 000 roulants, 12 000 agents de conduite et 8 000 agents du service commercial du train. Et il a essayé aussi également, il a utilisé l'open data interne et externe de la SNCF pour faire ces données. Alors là, ce que vous voyez, qui est pas facile à lire, c'est l'emploi du temps dans un train. Si jamais le mec il est sur la E410, il sait qu'il va démarrer à telle heure, à 11h, il va faire là où il y a un petit trait, c'est là où il effectue une opération, et ainsi de suite, jusqu'à finir entre 18h et 19h. Jusqu'à sa fin de service. Et là, on ne sait pas encore quel train il fait. L'autre truc, c'est voilà, son emploi du temps de la semaine. Alors, il va surligner pour sa femme quel numéro il est. Donc, RP, c'est pour dire qu'il est en repos. Et ensuite, il sait que voilà, il fait le lundi, il fait la E321, donc il faut se revenir sur le truc. Il va essayer de trouver la E321 ou machin. Et il saura comme ça ce qu'il doit faire dans sa journée. Hop, hop. Évidemment, c'était pas chouette parce que sa femme, il disait, alors je reprends exactement ce qu'il a dit, sa femme est géniale, donc elle est flemmarde et elle voulait que son mari fasse un truc pour elle, et donc il a fait cette appli, Graou. Au lieu de passer 3-4 heures tous les 6 mois à rentrer dans un Google Agenda son emploi du temps, il s'est dit, je vais faire une appli qui va être d'abord ouverte à ma femme et moi, et comme ça, elle pourra voir sur quel train je suis, quand est-ce que je finis, et ainsi de suite, si le train a du retard, et machin. Au final, il a fait son appli alors, le premier jour, on s'emballe pas. D'abord, la première journée, il s'est dit tiens, je vais peut-être l'ouvrir à d'autres. Alors, il s'est dit tiens, mes collègues autour, machin, dans la première journée, il était 50. Ils se sont inscrits sur son site, il fait de l'opt-in, c'est-à-dire qu'il ne propose pas le service si tu veux pas partager tes données. Après, il s'est dit on va essayer de faire un mode anonymisé où au final, tu peux ne pas partager tes données et avoir un mode dégradé de l'appli où tu vas partager des données anonymisées et récupérer uniquement des données anonymisées de tes collègues. Et là, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est qu'il va pouvoir voir, alors déjà, une représentation toute jolie du train dont il va s'occuper dans la journée. La liste des tâches, tout pareil. Des stats également, savoir où est-ce qu'il démarre. Je sais pas, le nombre de kilomètres parcourus par jour, et ainsi de suite. Ok. Alors, il a contextualisé l'outil pour essayer de faire en sorte que l'appli réponde à chaque fois aux données de chaque personne qui se connecte, à chaque fois personnaliser l'appli à la personne. Organiser les données pour créer des interactions. Ce qu'il a fait, c'est qu'en plus d'ouvrir
cet export Google Agenda, et ainsi de suite, pour les conjoints, les externes, en fait, il a essayé de croiser les données partagées par tout le monde. Et comme ça, chacun, quand ils ont des découchés, donc ils ne dorment pas chez eux le soir, en fait, ils vont pouvoir savoir qui dort au même lieu un soir donné. Et donc, ils vont essayer au lieu de rester dans leur coin, tout simplement, ils vont s'organiser des bouffes, ils vont essayer de se rassembler. Et typiquement, il disait que dans une gare, ils avaient organisé une bouffe à 19 un soir qui s'était organisée dans la journée même, grâce à un chat en plus dans le truc, et ainsi de suite. Il fait plein de stats, comme ça permet également de dire à la compta c'est bizarre, je suis très souvent sur ce train-là, c'est pas très sécure au niveau des process, il faudrait me mettre sur autre chose. Il y a ici la timeline de chaque personne pour dire qui commence quand, pour s'organiser pour les bouffes, ainsi de suite. Un petit chat, les allergies éventuelles des gens quand ils organisent des bouffes. Et du coup savoir voilà, qui commence par faire des courses, ensuite on se retrouve dans telle gare pour se filer les courses, l'autre qui va ensuite préparer la cuisine, et ainsi de suite. C'est super optimisé, c'est génial, on a trouvé ça top. 18 000 users sur 20 000 roulants, il fait de l'opt-in, anonymisation de données, 800 000 vues par jour, 250 requêtes par seconde comme pic, 15 gigas de données continuellement mises à jour. Il va récupérer l'Open Data SNCF, données internes, ainsi de suite. Il s'occupe aussi de traduire les différents codes de chaque machine, parce qu'en fait, pour afficher les petits trains, là, en fait, ça correspond à un code qui est personnalisé. Et chaque gare a un peu son code à eux pour définir et pour en réalité parler de la même machine. Donc on a comme ça des tables de traduction énormes pour au final parler du même train. T'as tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon? Pourquoi il y a encore du truc de CQRS? Ça sent le copier-coller, mais c'est bizarre. Ah mais non, je suis revenu en arrière, c'est ce que j'ai fait. Blablabla. Alors l'autre truc, c'est qu'en fait, il héberge tout lui-même, il a tout fait lui-même. De simple conducteur de train, il est devenu développeur, admin 6, il a fait les outils de sécurité tout seul. Il ne voulait pas que la SNCF prenne la main sur son projet et le fasse vivre sans lui. Et donc il a, alors bon, son frère bosse chez Joli Code, qui est une agence web, tout ça, qui bosse bien. Donc il avait quand même de l'aide. Mais c'est aussi un gars qui avait un certain background parce que il codait déjà sur des Atari quand il était petit. Donc il était déjà prédestiné au truc, quoi. Donc il héberge tout seul, voilà, il finance tout seul, tout simplement. Et la SNCF a quand même répondu à l'appel en disant que ça serait chouette que au lieu que tu sois roulant, tu deviennes chef de projet dans notre filière digitale. Et il a intégré comme ça la filière digitale pour continuer son pôle. Et c'était son leitmotiv, c'était remettre l'humain au cœur du système. Et du coup, franchement, moi, quand il a fini là-dessus, ça m'a vraiment ému. Cédric Spalvieri, rapidement, merci de laisser ce code dans l'état dans lequel vous aimeriez le retrouver. Le code, il faut sa phrase à lui, enfin non, il a récupéré. C'est code toujours comme si la personne qui va maintenir ton code est un violent psychopathe qui sait où tu habites. Et ça m'est arrivé récemment. J'aurais aimé savoir où habite ce seul. Quand j'ai dû maintenir un bundle vraiment fort. Il y a plusieurs points c'est en fait, au final, ça se résume tout à de la communication entre devs, écrire du code humain, essayer de choisir correctement des variables, documenter le code, faire des revues, discuter autour du code, trouver les bonnes pratiques, ainsi de suite. Avec le reste du monde, réduire la feedback loop. Si jamais il y a un pépin,
il faut le dire le plus vite possible aux différents responsables qui sont concernés. Évitez la porte ouverte, c'est-à-dire vous avez typiquement un manager qui dit si tu as un pépin, ma porte est ouverte, viens me voir. Lui par exemple, il a eu des soucis là-dessus. Il disait du coup ça rejette la responsabilité du manager sur le développeur, et quand il y a un pépin, le manager a tendance à dire au développeur mais pourquoi tu ne l'as pas dit. À la place de ça, il préfère des réunions en one-to-one, tout simplement discuter à bâton rompu entre midi et deux. Ce qui est assez efficace, ce qui est plutôt efficace également. Dernier talk, Romain Monceau, qui est de Akeneo également. La meilleure idée, faire du batch processing avec Doctrine. Doctrine, c'est l'ORM qui vous permet de persister les données en base. Sauf que ce qu'ils se sont rendus compte, en fait, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, les perfs sont pas au rendez-vous. Ils voulaient faire de l'import de catalogue, et puis franchement, c'était pas optimisé. Et du coup, ils se sont mis même à trash talk sur Doctrine en disant, non, franchement, c'est pas chouette. Et c'est qu'après seulement qu'ils se sont rendus compte que Doctrine n'est pas fait pour ça, c'est même marqué dans la doc. Si tu peux persister des données, tu peux faire de la relation, du schéma relationnel et ainsi de suite, mais c'est pas fait pour faire du traitement batch. Alors, il existe quand même des trucs qu'ils ont mis en place pour essayer d'améliorer les choses. Typiquement, alors lui, c'était sur la fin du séjour, et donc il avait très soif, et donc il a fait un exemple sur les bières, brasserie catégorie. On a ici tout simplement le code qui va être exécuté pour importer tout un fichier CSV. Avec un batch, il y a un truc important, c'est quand on fait du batch, essayer de séparer le flush et comme ça de rassembler toutes les requêtes par lot, plutôt que de faire je crée une requête, je la flush directement. Du coup, on passe de ici, par exemple, pour importer 1000 entités avec un batch size de 1, donc on fait un flush à chaque fois, on passe 21 secondes. Si on fait un batch size de 100, donc à chaque 100, on passe à 1 seconde, tout simplement. Il y a un autre truc qui les a beaucoup aidés quand ils ont fait de l'Optim, c'était le deferred explicit implémentation. Ce truc n'est pas activé par défaut dans Doctrine. C'est en fait, Doctrine va essayer de se débrouiller tout seul pour savoir si une entité est à persister ou bien a été mise à jour, et ensuite lancer les différentes requêtes qui vont bien. Là, en l'occurrence, ils n'en avaient pas du tout besoin. Et ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont fait, c'est dire à Doctrine, ne fais pas tout ce traitement, tout ça. Essaye de trouver les diffs et de créer les requêtes qui vont bien uniquement quand on te le dit. Et pour ça, on met en place cette option-là, Change Tracking Policy, un deferred explicit, et par contre, ça impose que dans tout le code, on appelle le persist. Ils ont également utilisé une librairie PHP qui s'appelle PHP MemInfo, qui a été faite par Benoît Jacquemont, celui de tout à l'heure qui a fait la conf sur Estras et Eltras, qui permet de vérifier, qui permet d'essayer de trouver les différents memory leaks dans l'exécution du code. Et typiquement, ce truc-là vous permet de sortir tout un flux fait un dump de toute la mémoire à l'exécution. Bon, c'est pas très parlant pour nous, mais l'extension vient avec un analyseur qui va vous permettre de digérer toute cette trace-là dans un code compréhensible plus facilement. Ils vont par exemple vous lister les différentes instances qui sont créées et qui ne sont pas relâchées à la fin du script. Et petit à petit, du coup, ils vont essayer de les relâcher à la volée. Le truc le plus important, c'était le clear, tout court, qui dit que quand vous avez persisté votre donnée, vous relâchez tout ce qui a été créé entre-temps. Et ce qui fait que, au lieu d'avoir... Alors, du coup, vous avez un temps qui grandit un tout petit peu, mais par contre, au niveau de la mémoire reste stable.
au lieu d'avoir un memory leak. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Plus du memory leak. Alors ils ont redécouvert qu'en fait ils écrivaient mal une requête et que ce qu'il faut faire dans le meilleur des cas, c'est utiliser le query builder et puis ensuite rajouter le paraméteur qui va bien. Ça vous permet d'avoir une requête préparée ici en DQL et ensuite vous rajoutez à la volée les paramètres et du coup ça c'est beaucoup plus performant. Au final, ce qui est intéressant également pour eux, ils disaient qu'ils vont réutiliser ce que Doctrine expose nativement, mais l'encapsuler dans une fonction qui a un sens métier précis. Et avec tout ça, ils ont gagné en mémoire utilisée, parce qu'ils passaient de 67 mégas à 14 mégas, et ils ont gagné également en temps d'exécution, ils sont passés de 22 secondes à 15 secondes. Et pareil pour l'export, il y avait, alors pour l'export, ils avaient un souci parce qu'ils faisaient des limites sur des très gros volumes de données dans une base de données. Et en fait, quand vous essayez de faire des limites comme ça, à partir du premier million et puis récupérer les 100 qui suivent, il y a une croissance exponentielle au niveau de la chute de perf. Et ce qu'il faut plutôt faire, c'est il y a deux stratégies. C'est soit utiliser un curseur, soit utiliser une autre méthode qui s'appelle spoil, c'est fini, qui s'appelle le search after, qui dit que à la place de faire ce limite 1 million et 100, on va dire on va faire le select étoile, tout ça, mais ID à partir du dernier que vous avez visité et récupère-moi les 100 qui vont bien. Et là, vous avez une exécution qui est stable, qui reste stable. J'ai un petit peu digressé.